L'entreprise allait perdre des millions faute d'interprètes, jusqu'à ce que la femme de ménage fasse quelque chose d'incroyable. Claire Dubois avait 36 ans et un emploi que personne ne remarquait. Tous les jours de la semaine, bien avant que les premiers talons claquent sur le marbre du hall ou que les ascenseurs commencent leur balai vertical, elle franchissait les portes vitrées de l'immeuble principal de l'évêque un marchand, une des plus influentes multinationales de Paris. À cette heure-là, la ville n'était qu'un murmure, et les couloirs de verre et d'acier semblaient appartenir à un autre monde. Elle avançait sans bruit, ses gants en caoutchouc serrés aux poignets, et un chariot impeccablement organisé, presque militaire dans son efficacité. Elle connaissait chaque recoin de chaque étage, chaque tache récalcitrante sur la moquette beige, chaque vitre qui grinçait au moindre courant d'air. Elle n'oubliait jamais de vider une corbeille, de replacer une chaise ou de redresser un cadre. Son passage laissait un silence plus propre que le silence d'avant. Pourtant, malgré cette rigueur invisible, Claire n'était qu'un fantôme aux yeux des autres. Les quelques employés matinaux qui la croisaient marmonnaient un bonjour sans la regarder ou détournèrent les yeux, comme si sa présence dérangeait leur bulle matinale. Mais derrière cette silhouette discrète se cachait un esprit vif. Claire maîtrisait le français, bien sûr, sa langue maternelle, mais aussi l'anglais, l'espagnol et l'italien. Elle avait appris dès l'adolescence, fascinée par les sons étrangers et les subtilités des cultures qu'ils véhiculaient. Elle avait été professeure de langues à Rome, traductrice à Madrid, mais tout cela appartenait à une autre vie, à un autre temps. Maintenant, sa réalité était faite de sauts, de ballets et de silence. Elle travaillait de nuit pour éviter les regards, pour ne pas répondre aux questions, pour ne pas affronter les jugements que son accent léger ou ses mains abîmées pouvaient éveiller. Ses journées commençaient bien avant l'aube et finissaient souvent avant que Paris ne s'éveille totalement. Elle rentrait chez elle dans un petit studio du 19e arrondissement où elle vivait seule avec ses souvenirs soigneusement enfermés dans une boîte métallique au fond d'une armoire. Chaque jour se ressemblait. Chaque soir, elle passait les portiques de sécurité, saluait d'un signe de tête le vigile endormi et disparaissait dans les entrailles du bâtiment. Elle aimait ce moment-là, l'absence de bruit, la liberté de marcher sans être vue, la certitude que, même ignorée, elle laissait une trace invisible mais essentielle dans cette tour de verre où tout semblait si important. Elle n'avait jamais cherché à se faire remarquer. Les rares fois où on lui avait adressé la parole, c'était pour demander où se trouvaient les toilettes ou pourquoi la machine à café était encore sale. Elle répondait poliment, d'un ton neutre, puis s'éclipsait. Elle n'avait pas d'amis dans l'entreprise. À vrai dire, personne ne connaissait son nom. Et pourtant, malgré cette existence effacée, Claire observait tout. Chaque conversation oubliée dans un couloir, chaque dossier laissé ouvert par un cadre distrait, chaque tension palpable entre les murs. Elle connaissait les habitudes, les horaires, les regards inquiets des jours de présentation et les silences coupables des lendemains de décision. Elle savait qui était en retard tous les lundis, qui avait pleuré dans les toilettes, qui avait décroché un appel en espagnol sans savoir qu'une femme de ménage comprenait chaque mot. C'était sa façon d'exister, de rester connectée au monde d'en haut, même si elle appartenait à celui d'en bas. Et puis, il y avait cette paix dans l'anonymat. Plus de pression, plus d'attente, plus de rôles à jouer, juste la réalité, brute et silencieuse, rythmée par le frottement des balais et le cliquetis régulier des ascenseurs au loin. Mais ce que Claire ignorait, c'est que ce fragile équilibre, cette routine méticuleusement préservée, allait bientôt voler en éclats. Un imprévu, une absence, une coïncidence. Il ne faudrait qu'un instant pour que sa vie bascule à nouveau, pour que les langues oubliées reprennent vie, pour que les regards se tournent enfin vers elle, non pas avec mépris, mais avec étonnement, et peut-être avec un soupçon de respect. Le jour s'était levé sur Paris, avec une clarté grise, typique d'un mardi de février lorsque le bruit sourd des talons pressés sur le marbre annonça le début d'une journée qui, pour beaucoup, ne devait être qu'une suite d'interruptions et de présentations interminables. Dans les étages supérieurs de l'évêque marchand, on préparait une réunion qualifiée par tous de décisive. Les couloirs, d'habitude calmes, bruissaient de voix tendues, de feuilles froissées, de cliquetis nerveux sur les claviers, des visages tirés, des chemises impeccablement repassées, des regards perdus dans les vitres des ascenseurs. Claire, comme toujours, avait terminé son service bien avant que ses effervescences ne s'installent, mais ce matin-là, un incident imprévu l'avait retardé,
une inondation mineure dans les toilettes du 9e étage. Rien de dramatique, mais suffisant pour la retenir une quarantaine de minutes supplémentaires. Lorsqu'elle regagna le hall pour partir, elle croisa le directeur adjoint du département juridique, les yeux rougis par une nuit blanche, marmonnant des instructions au téléphone, sans même prêter attention à la femme qu'il venait de frôler. Curieuse, Claire ralentit son pas. Elle entendit les mots « fusion »,« présentation capitale »,« japonais » et « traducteur malade ». Son oreille, toujours en alerte lorsqu'il s'agissait de langue, capta une information inattendue. L'interprète prévu pour une réunion cruciale avec des investisseurs japonais venait de déclarer forfait. L'alternative était un intérimaire mal préparé qui n'arriverait qu'en fin de matinée. La réunion, elle, était prévue pour 10 heures précises et les clients étaient déjà en route. Sans vraiment réfléchir, Claire monta les escaliers de service jusqu'au 7e étage, où la salle de conférence principale se préparait à accueillir l'élite financière de Tokyo. Elle observait à travers la petite vitre de la porte coupe-feu. À l'intérieur, des employés s'affairaient à vérifier les micros, installer les bouteilles d'eau, ranger les dossiers. Elle reconnut quelques visages, des silhouettes qu'elle avait vues pendant des mois, sans jamais leur parler. Elle se sentit comme un fantôme au seuil d'un monde parallèle. Ce fut à cet instant précis que Julien Morel, directeur des opérations, passa en trombe devant la salle et croisa son regard. Il s'arrêta net. Claire détourna les yeux par réflexe, puis fit mine de s'en aller. Mais il la héla, visiblement surpris de la trouver là à une heure pareille. « Vous êtes la femme de ménage, c'est ça? Claire, c'est bien ça ?» Elle acquiesça, les yeux bas. Il avait une voix nerveuse, comme toujours, mais cette fois teintée d'espoir. « Vous parlez japonais, c'est vrai? Je vous ai entendu une fois au téléphone, en espagnol ou italien, je crois. Vous avez été prof de langue, c'est ça ?» Elle hésita, puis hocha la tête. Il la fixa, incrédule. « Vous pouvez traduire pour une réunion? C'est une situation exceptionnelle. Si vous êtes capable de comprendre ce qu'ils disent et de le restituer correctement, vous pourriez vraiment nous sauver la mise. » Claire sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Cela faisait des années qu'elle n'avait plus interprété, mais les mots, les structures, les intonations, tout cela n'était jamais vraiment parti. C'était comme le vélo. Une fois appris, cela restait quelque part, prêt à ressurgir au bon moment. Elle répondit avec calme, mais une fermeté inattendue. « Je peux essayer, mais je ne suis plus professionnel. » Julien n'avait pas le temps de douter. Il l'attrapa presque par le bras et l'entraîna à l'intérieur. Dans la salle, les visages se tournèrent vers elle, certains perplexes, d'autres franchement choqués. Une femme de ménage, en blouse, avec un badge d'accès de niveau 1, dans la salle des réunions de niveau 5. Le malaise était palpable. Mais Julien ne leur laissa pas le temps de poser de questions. « Elle nous rend service, et elle parle mieux japonais que vous tous réunis. Alors silence et au boulot. » Claire fut installée à l'extrémité de la table, face à un écran où s'affichèrent les visages de 3 investisseurs japonais, connectés depuis Tokyo. Le traducteur officiel, toujours introuvable, avait laissé un vide que personne n'osait combler. Claire prit une grande inspiration, redressa les épaules et salua les interlocuteurs avec un japonais fluide, respectueux, sans hésitation. Les regards dans la salle changèrent aussitôt. Les investisseurs, d'abord surpris, se détendirent, visiblement soulagés de pouvoir s'exprimer dans leur langue sans avoir à chercher leurs mots en anglais. Claire traduisait chaque phrase avec une clarté remarquable, sans jamais trahir le ton ou le sens. Elle connaissait les subtilités, les formules d'usage, les tournures indirectes typiques du monde des affaires japonais. Et surtout, elle savait écouter. Pendant 1 heure, elle fit le pont entre 2 mondes. Elle, la femme de ménage invisible, était devenue l'élément central d'une négociation de plusieurs centaines de millions d'euros. Elle sentit renaître en elle cette étincelle oubliée, la sensation d'avoir une voix, une utilité qui dépasse le nettoyage de sol. Les cadres autour d'elle, même les plus haut placés, la regardèrent désormais autrement, non pas avec condescendance, mais avec une forme de respect gêné. À la fin de la réunion, les investisseurs remercièrent chaleureusement l'interprète pour sa précision. Julien la raccompagna hors de la salle, encore sous le choc. « Vous venez de sauver notre matinée, vous... » Je ne sais pas quoi dire. Claire répondit simplement « Je vais finir les toilettes du 9e. » Il restait une flaque. Puis elle s'éloigna, laissant derrière elle un silence embarrassé. Personne ne sut quoi faire.
Mais tous comprirent à cet instant que Claire n'était pas ce qu'ils croyaient, et que le reste de la journée allait porter une étrange tension, comme si l'ordre établi venait de se fissurer. Le soleil déclinait lentement derrière les vitres teintées du restaurant Le Perchoir, perché au sommet d'un immeuble du 11e arrondissement, lorsqu'une dizaine de cadres supérieurs de l'évêque marchand commencèrent à s'installer autour d'une longue table en chêne brute. Le lieu avait été choisi pour son élégance discrète, sa cuisine moderne et sa vue imprenable sur les toits de Paris. C'était le genre d'endroit où les décisions importantes se prenaient à demi-mot, entre une gorgée de vin millésimé et un amuse-bouche aux truffes. Claire Dubois, ce soir-là, n'aurait jamais dû être là. Et pourtant, assise à l'extrémité de la table, en robe noire sobre et cheveux attachés, elle faisait partie des convives, non pas comme employée, mais comme invitée spéciale. Julien Morel, impressionné par sa performance du matin, avait insisté pour qu'elle vienne. « C'est le minimum », avait-il dit. Claire avait refusé 3 fois, puis avait fini par accepter, plus par curiosité que par vanité. Elle voulait voir jusqu'où cette mascarade irait. Le contraste était saisissant. Les autres invités, tous vêtus de costumes sur mesure et parés de montres hors de prix, la regardaient avec une politesse crispée. Certains ne la reconnaissaient même pas. D'autres, moins hypocrites, affichaient une surprise visible. Une femme de ménage, assise à leur table, comme si la hiérarchie s'était momentanément effondrée. Les conversations restaient feutrées, ponctuées de regards échangés, de sourires forcés. Claire, elle, gardait son calme. Elle observait. Elle notait les hésitations, les silences, les piques dissimulés derrière les compliments. Le repas avançait lentement. Les plats se succédaient avec la précision d'un ballet gastronomique. Carpaccio de bar au citron vert, risotto aux asperges sauvages, pigeon rôti et sa réduction de vin rouge. Claire mangeait peu, écoutait beaucoup. Entre 2 bouchées, elle surprenait une discussion entre 2 associés sur l'échec d'un partenariat en Asie. Plus loin, 2 responsables du marketing discutaient d'un plan de licenciement déguisé en réorganisation stratégique. Elle ne disait rien, mais son regard captait tout. Elle n'avait jamais eu autant d'informations en si peu de temps. Il suffisait d'être invisible pour que les langues se délinent. À mi-repas, Julien leva son verre pour faire un toast. « Je voudrais remercier tout le monde d'être venu ce soir. Et surtout, je voudrais saluer la présence d'une personne sans qui notre réunion de ce matin aurait été un désastre. Claire Dubois. » Un silence pesant s'installa. Tous les regards convergèrent vers elle. Certains étaient gênés, d'autres franchement condescendants. Claire sourit à peine, leva son verre sans un mot. Elle n'était pas là pour recevoir des honneurs. Elle voulait comprendre. Et ce qu'elle comprenait, c'est que ce monde n'était pas prêt à l'accepter malgré la reconnaissance temporaire. La hiérarchie ici n'était pas seulement une structure, c'était une religion. Un des associés les plus anciens, Gérard Lemoine, prit la parole avec une voix pâteuse d'alcool. « Et donc, Claire, vous comptez changer de carrière, laisser tomber la serpillière pour le micro ?» Rires étouffés. Claire ne se démonta pas. Elle planta son regard dans celui de Gérard. « Je pense que l'un n'exclut pas l'autre. On peut très bien savoir parler plusieurs langues et nettoyer des bureaux. L'intelligence n'est pas toujours là où on l'attend. » Un silence net, brutal. Julien esquissa un sourire. Les autres se concentrèrent à nouveau sur leurs assiettes. La tension monta d'un cran. Ce n'était plus simplement un dîner. C'était un moment de bascule. Claire venait de poser les limites, et certains ne savaient pas comment réagir. Plus tard, alors que les desserts arrivaient et que le vin commençait à délier davantage les langues, elle se leva doucement pour aller aux toilettes. En passant, elle entendit une phrase chuchotée entre 2 convives. « Si elle commence à se croire indispensable, ça va poser problème. » Claire s'arrêta un instant dans le couloir, puis reprit sa marche comme si de rien n'était. Dans les toilettes, elle se regarda dans le miroir. Le reflet qu'elle vit n'était plus celui d'une femme fatiguée par les horaires de nuit et la solitude. C'était celui d'une femme qui revenait à la vie, lentement mais sûrement. Une femme qui n'avait pas besoin de l'approbation de ces gens pour exister, mais qui, désormais, savait qu'elle pouvait les faire vaciller. De retour à table, la conversation avait changé de ton. On parlait d'innovation, de diversification des équipes, de talents cachés, hypocrisie ou sincérité. Claire ne savait pas, mais elle nota les noms de ceux qui semblaient sincèrement intéressés et ceux qui fuyaient son regard. C'était une carte à jouer, un réseau à comprendre.
Ce dîner était bien plus qu'un simple remerciement. C'était une plongée dans la psychologie d'un monde qu'elle avait toujours observé de l'extérieur. Quand le repas prit fin, chacun se leva pour échanger des politesses, programmer des rendez-vous, appeler des taxis. Claire refusa poliment l'offre de Julien de la raccompagner. Elle préférait marcher. Dans les rues fraîches du soir, elle sentit une légèreté étrange. Elle savait que ce qu'elle avait vu et entendu ce soir-là allait lui servir. Elle ne voulait pas grimper les échelons pour leur ressembler, mais elle savait désormais qu'elle pouvait les déranger. Et rien n'était plus dangereux dans ce monde-là qu'une personne qu'on croyait insignifiante, mais qui avait vu ce que personne ne voulait montrer. Elle marcha longtemps, repensant à chaque mot, chaque geste, chaque regard. Elle savait que ce dîner était un point de non-retour, qu'ils allaient dès le lendemain tenter de la replacer à sa place d'ombre, mais elle ne rentrerait plus dans la boîte. Ce soir-là, dans un restaurant perché au-dessus de Paris, Claire Dubois n'était plus une femme de ménage. Elle était devenue un miroir. Et ce que les autres avaient vu en elle, ce n'était pas la propreté de leur bureau, mais la saleté de leur suffisance. Le lendemain matin, l'immeuble de l'évêque à Marchand semblait engourdi, comme s'il digérait encore les restes de la veille. Le ciel était pâle, sans nuances, et la lumière froide filtrait à travers les grandes baies vitrées. Dans les étages, on reprenait le rythme habituel avec cette différence subtile que quelque chose avait changé. Les rumeurs circulaient, des regards glissaient à travers les cloisons vitrées, des messes basses se faisaient entendre à la machine à café. La femme de ménage, celle qu'on croyait invisible, avait partagé un dîner avec les dirigeants. Pire, elle avait parlé japonais avec assurance, tenu tête à Gérard Lemoine et quitté la soirée la tête haute. Dans un univers où chaque hiérarchie semblait gravée dans le marbre, cela suffisait à créer un séisme. Claire, fidèle à ses habitudes, arriva avant l'aube. Elle portait sa blouse, ses gants et poussait son chariot comme si de rien n'était. Mais dans ses gestes se lisait une précision différente, une fermeté dans les mouvements, une conscience accrue de chaque détail. Elle savait qu'on parlerait d'elle. Elle savait aussi qu'elle ne pouvait plus retourner à l'invisibilité absolue. Elle n'en avait plus envie. Alors qu'elle nettoyait le sol du 10e étage, un bruit de pas l'interrompit. Elle se retourna. C'était Margot Pelletier, directrice des ressources humaines. Une femme droite, toujours impeccable, connue pour sa fermeté glaciale. « Claire, dit-elle sans détour, vous avez une minute ?» Claire acquiesça, posa son seau et ôta ses gants. Margot l'invita à la suivre dans une petite salle de réunion inutilisée. Elle ferma la porte derrière elle. « Je vais être direct. Ce que vous avez fait hier matin était remarquable. Vraiment. Mais cela soulève des questions. » Claire la regarda sans ciller. Elle savait ce qui allait venir. On voulait comprendre, contrôler, évaluer le risque. Votre dossier indique un parcours tout à fait ordinaire. Aucun diplôme international, aucun poste dans les langues. Rien ne laisse penser que vous avez enseigné, encore moins à l'étranger. Pourquoi? Claire inspira lentement, puis parla pour la première fois depuis longtemps de sa vie d'avant. Elle était née à Tours, dans une famille modeste mais cultivée. Elle avait été une élève brillante, curieuse, avide de savoir. Elle avait obtenu une bourse pour étudier les langues à la Sorbonne, puis avait poursuivi à Rome, où elle avait enseigné le français et l'italien pendant plusieurs années. Elle avait ensuite travaillé comme traductrice freelance, naviguant entre Madrid, Bruxelles et Genève. Elle parlait 5 langues couramment. Elle avait vécu 1000 vies. Mais un événement brutal avait brisé cet élan. Un divorce douloureux, une trahison financière et une accusation mensongère de plagiat qui lui avait coûté sa réputation dans le milieu académique. Plus de contrat, plus de crédibilité. Le tout dans un monde où les réputations se construisent lentement, mais se détruisent en un clic. Elle s'était retrouvée seule, ruinée, sans appui. Elle avait dû accepter n'importe quel travail pour survivre. Le nettoyage avait été ce qu'elle avait trouvé de plus stable, le plus silencieux aussi. Personne ne posait de questions. Personne ne cherchait à savoir pourquoi une femme aussi cultivée poussait un balai. Margot resta silencieuse un moment, absorbant chaque mot. Pourquoi ne pas avoir tenté de revenir dans votre domaine? Avec un tel niveau, vous auriez pu, parce que personne ne voulait d'une femme, avec une tache sur son passé. Parce qu'il est plus facile de croire une rumeur que de l'effacer. Parce que dans certains cercles, une erreur réelle ou supposée suffit à vous condamner à l'oubli. La directrice hocha la tête. Son expression restait impassible, mais une étincelle de respect traversa son regard. Et maintenant,
Vous comptez continuer à nettoyer les bureaux après ce que vous avez prouvé? Claire sourit, un sourire fin, presque ironique. Je ne compte rien, je suis là. Et maintenant, vous savez qui je suis. Margot acquiesça lentement. Je vais en parler à la direction. Ce que vous avez vécu est exceptionnel, et votre profil pourrait nous être utile. Pas comme femme de ménage, mais ailleurs. Claire ne répondit pas. Elle savait que cette promesse était encore abstraite, peut-être opportuniste. Mais le simple fait qu'on envisage une autre place pour elle signifiait une chose. L'armure s'était fendue. Après cette conversation, elle retourna à son travail, comme si rien ne s'était passé. Elle termina les vitres du couloir, nettoya les poignées de porte, désinfecta les téléphones de conférence. Elle croisa des employés qui la saluèrent avec un peu plus d'insistance que d'habitude. D'autres faisaient semblant de ne pas la voir, mais personne ne pouvait plus ignorer son existence. Le soir venu, alors qu'elle rentrait chez elle, elle trouva dans sa boîte aux lettres une enveloppe sans expéditeur. À l'intérieur, une simple feuille de papier, sur laquelle était imprimée une photo. Elle, assise à table au perchoir, en pleine discussion avec Julien Morel. Aucun mot, juste l'image, prise sans qu'elle ne s'en aperçoive. Claire fronça les sourcils. Ce n'était ni une blague ni un souvenir anodin, c'était un message, une mise en garde ou une menace. Elle brûla la photo dans l'évier de sa kitchenette, puis s'assit, pensive. Elle comprit alors que son passé n'était peut-être pas le seul danger qui planait sur elle. En se révélant, elle avait déclenché une mécanique qu'elle ne contrôlait pas encore, une mécanique faite de rivalité, de secrets, de jeux de pouvoir, et désormais, elle était sur l'échiquier. Qu'elle le veuille ou non. Le vendredi matin, l'air semblait plus tendu que d'ordinaire dans les couloirs de l'évêque un marchand. Le personnel s'échangeait des salutations rapides, les pas résonnaient plus vivement, les portes claquaient avec plus de nervosité. Claire, comme à son habitude, entrait par l'accès de service, ses gestes toujours méthodiques, précis, presque silencieux. Mais dans son esprit, les choses avaient changé. L'enveloppe anonyme reçue la veille hantait chacun de ses mouvements. Elle n'avait parlé de cela à personne. Pas par peur, mais par stratégie. Observer avant d'agir. C'était sa règle, son instinct, affûté par des années de silence volontaire. Elle venait à peine de finir le nettoyage du 6e étage lorsqu'un appel fut lancé par haut-parleur, inhabituel dans ce genre de structure. Claire Dubois est attendue immédiatement au bureau de la direction générale, étage 12. Le ton était neutre, impersonnel, mais son nom prononcé ainsi dans les haut-parleurs produisit un effet d'écho dans tout l'immeuble. Les regards se levèrent, les claviers cessèrent de crépiter l'espace d'une seconde. Les langues se délièrent en coulisses. Elle monta sans un mot. Lorsqu'elle sortit de l'ascenseur, un assistant l'attendait déjà, l'invitant à entrer dans un bureau qu'elle n'avait jamais nettoyé, ni même approché. Le bureau du président en personne, Étienne Lévesque. Un homme rare, distant, dont le nom figurait sur tous les documents officiels, mais dont le visage restait mystérieux pour la plupart des employés. Grand sec, costume gris clair impeccable, regard perçant derrière des lunettes aux montures fines. Il ne se leva pas en la voyant entrer, mais la salua d'un simple mouvement de tête. « Asseyez-vous, mademoiselle Dubois. » Elle obéit. Elle nota que le bureau n'avait aucun objet personnel, juste des dossiers, des écrans et une horloge silencieuse. « J'ai entendu parler de vous, » dit-il d'une voix posée. « Votre intervention linguistique a évité un incident diplomatique. Et votre parcours, une fois dévoilé, s'est avéré intrigant. » Claire ne répondit pas. Elle savait écouter, comme toujours. Ce que vous avez vécu est, en soi, un roman. Mais ce qui m'intéresse, ce n'est pas le passé. C'est ce que vous pouvez offrir à cette entreprise. Autrement, il fit glisser une chemise cartonnée sur la table. Claire l'ouvrit. À l'intérieur, une proposition de contrat. Statut de consultante linguistique interne, spécialisée en communication interculturelle. Salaire 5 fois supérieur à celui qu'elle gagnait comme agente d'entretien. Horaire flexible. Possibilité d'évoluer vers un poste permanent. Nous avons besoin de quelqu'un qui comprend les nuances, les silences, les regards. Vous l'avez prouvé. Nous avons des partenaires au Japon, en Espagne, au Maroc. Vous parlez leur langue et vous comprenez leur logique. Cela n'a pas de prix. Claire resta figée. Elle connaissait ces jeux. Rien n'est jamais donné sans contrepartie. Pourquoi maintenant? Étienne Lévesque croisa les mains. Parce que ce que vous êtes est rare. Et parce que dans cette entreprise, les rares finissent soit au sommet,
soit dehors. Une menace à peine voilée. Claire referma la chemise et la posa sur ses genoux. Je suppose que ce poste viendrait avec quelques conditions. Disons plutôt des règles implicites. Vous entrez dans un monde où tout le monde sourit, mais personne n'oublie. Vos erreurs passées resteront dans le passé si vous savez rester utile. Claire comprit. Le contrat n'était pas un cadeau, c'était une laisse dorée. Elle acceptait, elle entrait dans la cage. Elle refusait, elle redevenait la femme invisible. Pire, elle devenait une menace. « Je veux y réfléchir », dit-elle simplement. L'évêque acquiesça. Il s'attendait à cette réponse. « Prenez le week-end. Lundi matin, votre décision devra être claire. » Elle se leva, salua et quitta le bureau sans se retourner. Les couloirs semblaient plus étroits qu'avant. Elle sentait les murs la suivre du regard. Les visages croisés sur le chemin retour n'étaient plus anonymes. Elle pouvait lire les intentions, les craintes, les curiosités. Elle rentra chez elle sans terminer son service. Elle n'avait pas la tête à nettoyer les traces de pas d'autrui. Chez elle, elle relut le contrat. Puis, elle ouvrit sa vieille boîte métallique, celle où elle gardait les traces de son ancienne vie. Diplôme, lettres de recommandation, photos de conférences, articles publiés. Elle étala tout sur la table. Elle reprit contact avec elle-même. Elle mesura le chemin parcouru et la chute. Puis elle observa le contraste entre ses papiers et le contrat. Deux mondes qui se heurtaient. Le samedi, elle reçut un message vocal. Numéro inconnu. Voix masculine. Ce contrat est un piège. Ils veulent t'acheter pour t'étouffer. Ne tombe pas dans le panneau. On se connaît. On s'est perdu de vue. Mais ce qu'ils préparent, tu ne peux pas l'imaginer. Claire écouta plusieurs fois le message. Elle ne reconnut pas la voix, mais elle sentit que ce n'était pas une blague. Le ton était trop précis, trop concerné. Elle tenta de rappeler. Numéro désactivé. Elle passa le dimanche enfermée, réfléchissant. Elle écrivit des notes, des listes. Avantages, dangers, hypothèses. Nom de ceux qui l'avaient soutenue, nom de ceux qui semblaient la surveiller. Elle sentit l'étau se refermer. Une décision allait la définir. Accepter, c'était peut-être survivre, mais à quel prix? Refuser, c'était prendre le risque de tout perdre ou de tout révéler. Lundi matin, elle mit une chemise claire, un pantalon sobre et attacha ses cheveux avec soin. Elle prit le contrat dans son sac et se rendit au bureau. L'air était frais, tranchant. À l'entrée, elle salua le vigile avec un ton calme. À l'ascenseur, elle croisa Margot Pelletier, qui lui lança un regard de connivence. Dans le hall du 12e étage, l'assistant de l'évêque lui tendit une tasse de café, sans un mot. On l'attendait. Elle entra, déposa la chemise fermée sur le bureau du président et dit d'un ton net « Je refuse, mais je ne me tairai plus ». L'évêque leva les yeux, surpris, presque amusé. « Alors j'imagine que vous savez ce que cela implique ?» Claire se contenta de répondre « Vous n'avez aucune idée de ce que je sais ». Et elle tourna les talons, prête à affronter la suite. Le refus de Claire, prononcé avec une précision presque chirurgicale dans le silence du bureau présidentiel, ne tarda pas à produire ses premiers effets. Dès le lendemain, la température sociale à l'évêque à Marchand sembla chuter de plusieurs degrés. Ceux qui, une semaine auparavant, cherchaient à lui adresser un mot ou un sourire discret, croisaient désormais son chemin avec une neutralité étudiée. Les plus prudents l'ignoraient. Les plus cyniques chuchotaient son nom dans les couloirs, le rattachant désormais à un mot qui circulait comme un virus, instable. Elle reprit ses fonctions de femme de ménage sans en modifier la cadence ni la précision. À première vue, rien n'avait changé. Mais dans les détails, dans les mouvements latents du quotidien, elle sentait les frémissements d'une mise en quarantaine stratégique. Les ascenseurs ne s'ouvraient plus pour elle lorsqu'elle s'en approchait. Les badgeuses tardaient à reconnaître son identifiant. Et surtout, certaines portes qui autrefois ne lui opposaient aucune résistance électronique affichaient désormais un voyant rouge. Plus étrange encore, plusieurs objets de nettoyage qu'elle utilisait chaque jour furent subitement déplacés ou remplacés sans qu'elle n'en soit informée. Un matin, son chariot fut retrouvé au sous-sol, désassemblé, comme si quelqu'un avait voulu faire passer un message sans laisser de trace écrite. Elle ne dit rien, mais elle nota. Chaque déplacement, chaque modification, chaque silence. Ce fut au 8e étage qu'elle découvrit la première preuve tangible de cette nouvelle phase. Une caméra discrète, dissimulée dans un faux détecteur de fumée, positionnée au-dessus de la salle de pause.
Elle n'était pas là auparavant. Claire le savait. Elle nettoyait cette pièce depuis 2 ans, et aucun appareil n'avait été ajouté sans passer par un avis affiché. Elle sortit un petit miroir de poche de son uniforme et confirma son intuition en observant l'angle de la lentille dissimulée. Quelqu'un surveillait, et ce quelqu'un ne respectait plus les procédures internes. Elle ne fit aucune remarque, mais décida de tester l'étendue de cette surveillance. Elle laissa volontairement un chiffon usagé dans un coin, un acte minuscule qu'elle ne commettait jamais. Le lendemain, le chiffon avait disparu. Et dans son chariot, elle trouva une paire de gants neufs, légèrement plus petits, difficilement utilisables. Une substitution anodine pour les yeux d'un observateur extérieur, mais un signal clair pour elle. Chaque geste, chaque oubli simulé était enregistré, analysé, décortiqué. Le soir, elle commença à rédiger un journal, non pas un récit de souvenirs, mais un relevé systématique. Date, heure, noms croisés, anomalies observées, détails de l'environnement. Elle le cachait dans la doublure de sa veste, repliée dans une pochette plastique imperméable. Elle savait que cette chronique, si elle devait un jour être dévoilée, serait plus qu'un simple témoignage. Ce serait une cartographie du pouvoir invisible, des pressions silencieuses, de la mécanique d'écrasement qu'exerçait l'évêque Marchand lorsqu'un élément sortait du cadre prévu. Au fil des jours, Claire sentit que la surveillance ne se limitait plus à l'espace professionnel. À son retour chez elle, elle remarqua des traces de pas dans le couloir de son étage, là où personne ne circulait jamais après 20 heures. Une voisine, discrète mais attentive, lui glissa qu'un homme en costume était passé poser des questions à son sujet 2 jours plus tôt, prétextant une enquête de sécurité pour le compte de la copropriété. Claire remercia d'un signe, mais son cœur s'alourdit. Elle commença à varier ses trajets, à changer d'itinéraire, à utiliser des entrées secondaires, à faire semblant de rentrer avant de ressortir 1 heure plus tard. Elle laissait volontairement ses rideaux ouverts pour voir si quelque chose était déplacé. Une fois, elle découvrit une bouteille d'eau entamée sur sa table, alors qu'elle ne buvait jamais directement de la bouteille. Un autre jour, le thermostat de son studio était réglé 2 degrés plus bas. Des détails. Toujours des détails. Mais Claire n'était pas seule. Elle le découvrit un soir, alors qu'elle rentrait d'un faux détour dans le 10e arrondissement. Un billet avait été glissé sous sa porte. Pas de nom, juste une adresse. Café du Passage, lundi, 15 heures. Elle faillit le jeter. Puis elle se souvint de la voix du message vocal, de l'enveloppe anonyme, et elle comprit que quelque chose se tissait dans l'ombre, autre chose que la surveillance. Le lundi en question, elle se rendit au café. Elle s'assit à une table au fond, dos au mur, face à l'entrée. À 15h10, un homme entra, 50 ans environ, lunettes fines, veste élimée. Il s'assit sans dire un mot, posa une enveloppe sur la table, puis recula sa chaise. « Je vous dois la vérité, dit-il, vous êtes en danger, et pas à cause de ce que vous avez dit, mais à cause de ce que vous représentez maintenant. » Claire ne répondit pas. L'homme ouvrit l'enveloppe. À l'intérieur, des copies d'échanges internes de la société. Mail relevé de transactions, notes confidentielles. Son nom y apparaissait. Son dossier avait été rouvert, réévalué et classé sous une nouvelle catégorie. Éléments potentiellement instables, à surveiller. Ils ne veulent pas vous intégrer, ils veulent vous neutraliser, vous avez franchi une ligne. Et dans leur monde, personne ne revient de l'autre côté. Claire prit les documents, les lut rapidement. Elle comprenait ce qu'elle lisait. Ce n'était pas seulement une surveillance de routine. C'était une campagne de dissuasion. On cherchait à l'isoler, à l'éroder, à la faire plier par épuisement. L'homme ajouta « Vous avez encore des cartes, mais pas pour longtemps. Ce que vous choisissez maintenant décidera de tout ce qui vient. » Puis il se leva, laissa une carte de visite sans nom, juste un numéro et disparut sans attendre de réponse. Claire resta seule, le cœur battant. Elle savait désormais que la partie avait changé de nature. Ce n'était plus une lutte pour la reconnaissance. C'était une lutte pour la survie. Et dans cette lutte, l'observation ne suffirait plus. Elle devait agir, mais avec précision, avec froideur, et sans jamais, plus jamais, se laisser surprendre. La semaine qui suivit le rendez-vous au Café du Passage fut marquée par une série d'événements étranges, presque imperceptibles pour un œil non entraîné, mais d'une limpidité glaçante pour Claire. Chaque jour, elle pénétrait dans l'immeuble de l'évêque Marchand avec une attention aiguisée, comme si chacun de ses pas pouvait être celui de trop, celui qui déclencherait une réaction irréversible.
Elle ne nettoyait plus seulement les traces de vie d'autrui. Elle lisait dans la poussière, dans l'angle des caméras, dans la disposition subtilement modifiée des objets. L'entreprise n'était plus un lieu de travail. C'était un échiquier où chaque pièce portait un masque. Ce fut au 12e étage, dans une salle de conférence rarement utilisée, que Claire découvrit un indice capital. En nettoyant la base d'un tableau mobile, elle trouva coincée dans la rainure une clé USB anodine, noire mat, sans marque ni inscription. Elle l'observa un instant, l'empocha sans rien dire et termina son service sans hâte. De retour chez elle, elle utilisa un vieil ordinateur qu'elle n'avait pas connecté à Internet depuis des années. L'écran s'illumina révélant un unique dossier, vidéo. À l'intérieur, plusieurs fichiers datés des 2 dernières semaines. En ouvrant le premier, elle vit sa propre silhouette en train de nettoyer les toilettes du 8e étage, vue de haut. Puis, un autre fichier. Elle en train de parler à Margot Pelletier dans le couloir. Un autre encore. Elle entrant dans le bureau de l'évêque pour refuser le contrat. Le souffle court, Claire comprit. Ce n'était pas seulement une surveillance. C'était une traque méthodique, archivée, montée, stockée. Quelqu'un à l'intérieur même de l'organisation construisait un dossier parallèle. Mais pourquoi ces vidéos avaient-elles été extraites et dissimulées? Et surtout, qui avait voulu qu'elle les trouve? Elle se souvint du message vocal, de l'homme au café, du numéro sur la carte. Elle hésita, puis composa lentement les chiffres, une tonalité, puis une voix synthétique. Le canal est sécurisé. Non. Claire Dubois. Un silence. J'écoute. Elle résuma brièvement sa découverte. La voix répondit. Ce que vous avez trouvé, c'est une fracture, une faille dans leur propre système. Quelqu'un en haut trahit le sommet, et cette trahison vous protège pour l'instant. Claire demanda qui. La réponse fut immédiate. Vous ne devez pas savoir, pas encore, mais vous devez comprendre ceci. Votre existence est devenue une gêne fonctionnelle, pas parce que vous êtes dangereuse, mais parce que vous êtes imprévisible. Et dans ce monde, l'imprévisible est le seul véritable ennemi. Le lendemain, Claire décida de ne pas se rendre à l'évêque à marchand. Elle appela, prétendant une grippe soudaine. À sa grande surprise, personne ne la rappela, pas même Margot. Le silence confirma ce qu'elle redoutait. Son absence n'était plus une anomalie, mais un soulagement. Elle était en voie d'être effacée du système, comme un bug trop difficile à corriger. Elle profita de la journée pour suivre l'un des noms qu'elle avait notés dans son journal, Camille Duret, responsable du service juridique, aperçue plusieurs fois en compagnie de cadres qui appartenaient au cercle fermé de l'évêque. Elle la suivit discrètement jusqu'à un hôtel discret du 16e arrondissement où elle l'observa remettre une enveloppe à un homme qu'elle ne connaissait pas. Aucun badge, aucun signe d'appartenance à l'entreprise. Juste une transaction rapide, puis un départ précipité. Claire photographia la scène à distance, son téléphone en mode avion pour éviter tout traçage. Elle avait désormais une image à ajouter à son puzzle. Quelqu'un à l'intérieur collaborait avec une entité extérieure. Elle l'ignorait encore, mais cette piste allait tout faire basculer. Le soir même, elle reçut un message par email crypté, envoyé depuis une adresse introuvable. Aucun texte. Juste une pièce jointe. Une photo d'elle, enfant, prise visiblement dans une maison de campagne. Elle n'avait jamais partagé cette image avec personne, et elle ne l'avait pas vue depuis des années. L'arrière-plan confirma ses doutes. Il s'agissait de la maison de ses grands-parents, aujourd'hui abandonnée, située à quelques kilomètres d'Angers. Quelqu'un avait fouillé son passé, non pas pour l'intimider, mais pour lui rappeler quelque chose. Une faille personnelle, une brèche plus ancienne encore. Le choc la saisit. Ce n'était plus une question de travail, ni même de réputation. C'était une tentative d'effondrement psychologique. Elle comprit que ses adversaires ne la combattaient plus frontalement. Ils la testaient, cherchaient son point de rupture. Le visage de sa mère lui revint, ses conseils, ses silences, sa disparition brutale. Claire se demanda ce que sa famille aurait pensé de tout cela, mais elle ne s'autorisa pas à plonger dans les souvenirs. Elle n'en avait plus le luxe. 2 jours plus tard, alors qu'elle reprenait enfin le travail, un nouvel événement confirma ses craintes. En nettoyant le bureau d'un directeur absent, elle découvrit un dossier mal rangé, dont le coin dépassait d'un tiroir entrouvert. Par curiosité ou instinct de survie, elle l'ouvrit. À l'intérieur, un compte-rendu confidentiel. Projet miroir, identification des profils sensibles et création d'un réseau de contre-influence interne.
Et à la page 3, son nom, mis en gras, souligné, catégorisé comme facteur perturbateur non classifié, potentiellement mobilisable en cas de crise. Claire comprit alors l'ampleur du plan. Elle n'était pas seulement surveillée, elle était étudiée, testée, évaluée pour un rôle qu'elle n'avait jamais choisi. Le projet Miroir visait à contrôler les profils atypiques de l'entreprise, à les cartographier, à les intégrer ou à les neutraliser selon leur potentiel stratégique. Et elle était au centre de cette carte. Elle remit tout en place, nettoya le bureau et quitta l'étage comme si de rien n'était. Mais dans sa tête, une autre mécanique s'enclenchait. Si elle était un pion, elle pouvait aussi devenir joueuse. Si elle était observée, elle pouvait manipuler les regards. Et si elle était étudiée, elle pouvait brouiller les données. À partir de ce jour, elle ne nettoierait plus seulement les surfaces. Elle commencerait à nettoyer les vérités et à en construire de nouvelles, plus dangereuses, plus précises, plus tranchantes que jamais. Le lendemain de sa découverte du dossier Projet Miroir, Claire arriva plus tôt que d'habitude. Il faisait encore nuit lorsque les portes automatiques de l'immeuble s'ouvrirent pour la laisser passer. Elle avait dans la main une clé USB vide, dans la poche intérieure de sa veste un micro-enregistreur et dans l'esprit un plan encore flou, mais porté par une conviction naissante. Elle ne sortirait de cette histoire qu'en prenant l'initiative. La peur avait muté en stratégie, l'incertitude en vigilance active. Elle n'attendait plus qu'un élément, un levier, un déséquilibre dans le système pour appuyer là où ça ferait mal. À 6 heures du matin, le bâtiment était encore silencieux. Elle choisit d'inspecter le 3e étage, rarement occupé à cette heure, à la recherche d'indices sur les autres membres listés dans le projet Miroir. Elle avait reconnu 3 noms dans le dossier, dont celui de Fatou Ndiaye, une employée chargée de la logistique interne, toujours souriante, souvent seule, et que Claire avait croisée des dizaines de fois sans jamais s'arrêter plus de quelques secondes. Elle décida de provoquer une rencontre. Dans la salle de pause, elle s'arrangea pour laisser tomber une boîte de dossiers juste au moment où Fatou entrait. Cette dernière s'approcha pour l'aider, instinctivement. « Merci », murmura Claire sans la regarder. « C'est normal », dit Fatou, s'agenouillant à ses côtés. « On est toutes les deux transparentes ici, pas vrai ?» La phrase suspendit Claire dans son mouvement. Elle leva les yeux. Fatou la fixait, calme, lucide. « Toi aussi, ils t'ont choisi ?» demanda-t-elle à voix basse. Claire ne répondit pas, mais son silence valait aveu. Fatou se redressa, regarda rapidement autour d'elle, puis chuchota. « On ne peut pas parler ici. Pas maintenant. Ce soir, parking niveau -2. Fin de ton service. Je serai là. » Claire acquiesça d'un hochement presque imperceptible. La journée se déroula dans une atmosphère de tension glaciale. Les couloirs lui semblaient plus étroits, les regards plus furtifs, comme si chaque employé portait un masque désormais. À midi, elle reçut un message sur le terminal de service qu'elle utilisait. Réunion de nettoyage exceptionnelle. Salle de stockage E19. Une salle qu'elle connaissait, mais qui n'avait jamais été utilisée pour des réunions. Elle décida de ne pas s'y rendre. À la place, elle alla discrètement vérifier la pièce depuis une caméra de sécurité détournée qu'elle savait accessible depuis le poste de sécurité, laissé parfois sans surveillance. Elle y vit 2 hommes en costume, discutant face à une chaise vide. L'un d'eux tenait une tablette. Ils attendèrent quelqu'un. Peut-être elle, peut-être un test. Claire prit une capture d'écran qu'elle transféra sur sa clé USB, puis effaça les traces de sa connexion. Elle commençait à comprendre les méthodes de ses adversaires, créer des pièges, des leurres, des tests de loyauté masqués sous forme de convocations informelles. Elle n'était plus simplement observée. On voulait mesurer sa capacité à désobéir. À la fin de son service, elle descendit au niveau -2. Le parking était presque vide. Des lampes halogènes diffusaient une lumière jaune tremblante sur le béton froid. Fatou l'attendait, adossée à un pilier. « Tu as vu le dossier, hein ?» demanda-t-elle. Claire hocha la tête. « Et toi, tu es dedans ?» Fatou acquiesça, puis sortit une feuille pliée de sa poche. « J'ai été repéré il y a 6 mois, à cause d'un rapport que j'ai refusé de signer. Depuis, ils m'ont assigné à des tâches sans intérêt. Mais j'ai accès aux livraisons confidentielles. J'ai vu des colis passer sans référence, sans destinataire clair. Toujours les mêmes poids, les mêmes circuits, et jamais déclarés dans le système. » Claire ouvrit la feuille. Un schéma, un organigramme modifié griffonné à la main avec des flèches reliant certains noms à des opérations sensibles.
Elle y vit apparaître un lien entre le nom de Camille Duret et une entité extérieure appelée Agence Orion, inconnue pour elle jusqu'à présent. Je pense que l'évêque Marchand n'est qu'une façade pour quelque chose de plus vaste. Il recrute, teste, neutralise, et dans certains cas, il réaffecte. Hors de France. Claire plia le papier, le rangea dans sa veste. « Et toi, pourquoi tu restes ?» Fatou la regarda droit dans les yeux. « Parce que je veux savoir jusqu'où ça va. Et je n'ai personne d'autre. Maintenant, peut-être, toi. » Un pacte silencieux se forma entre elles. Non pas une amitié, mais une alliance. Claire comprit qu'elle n'était plus seule, et qu'ensemble, elles pouvaient tracer les lignes d'un contre-récit. Le lendemain, elles commenceraient à partager leurs informations. Fatou connaissait les flux logistiques, Claire les déplacements internes et les failles de sécurité. Leur premier objectif, identifier tous les membres réels du projet Miroir, et surtout ceux qui l'avaient conçu. Avant de partir, Fatou ajouta « Tu as reçu une photo de ton enfance, n'est-ce pas ?» Claire resta figée. « Moi aussi. Sauf que la mienne montrait mon frère, mort il y a 15 ans, enterré au Sénégal. Ils veulent nous rappeler qu'ils savent tout, même ce que nous, parfois, on essaye d'oublier. » Claire rentra chez elle tard, la tête lourde de pensées. Elle savait désormais que cette entreprise n'était plus seulement une menace professionnelle. C'était un système de contrôle, de manipulation, et peut-être même un laboratoire humain. Mais avec Fatou, elle détenait une clé, une faille, un possible chemin d'infiltration. Dans la nuit, elle rêva d'un miroir brisé. Les morceaux reflétèrent des visages différents. Le sien, celui de Fatou, celui de l'évêque, et un autre, flou, sans contour. Elle se réveilla en sursaut, le cœur battant. Et pour la première fois, elle sut que la vraie guerre ne faisait que commencer. 2 jours après leur rencontre dans le parking souterrain, Claire et Fatou décidèrent d'activer leur alliance naissante. Elles avaient conscience de la fragilité de leur position, de la complexité des forces en jeu, et surtout de l'urgence qui pesait sur chacune de leurs décisions. L'agence Orion, ce nom apparu sur le schéma griffonné de Fatou, devint leur première obsession. Tout dans son appellation sentait le camouflage bureaucratique, lisse, générique, mais chargé de mystère. Il n'existait aucune trace publique sous cette désignation. Pas de siège déclaré, pas de site officiel, pas même une rumeur dans les bases de données professionnelles que Claire fouilla discrètement pendant ses pauses. Fatou, de son côté, s'était infiltré dans le système de suivi des livraisons internes de l'entreprise. Grâce à un ancien mot de passe encore valide dans le réseau logistique, elle identifia 3 colis récemment livrés à une salle inaccessible à la plupart des employés. L'archive S32, située dans un ancien sous-sol désaffecté, interdit depuis une fuite d'amiante survenue une décennie plus tôt. Ce genre de lieu oublié était parfait pour des opérations clandestines. Claire proposa qu'elles y accèdent sous couvert d'un audit fictif des systèmes de ventilation, une inspection ponctuelle que seule une personne munie d'un badge de maintenance pouvait simuler. Par chance, elle possédait un double de l'ancien badge d'un collègue renvoyé qu'elle avait conservé sans raison précise. Il allait enfin servir. La descente dans les entrailles du bâtiment se fit un jeudi matin, à l'aube, profitant d'un créneau où la plupart des étages étaient encore vides. Elles empruntèrent un escalier de secours condamné, mais dont la serrure avait été forcée de l'intérieur à une date inconnue. Une fois en bas, le couloir menant à la salle S32 exhalait une odeur d'humidité stagnante. Les murs portaient encore les marques de l'évacuation d'urgence passée et des câbles pendaient du plafond comme des veines ouvertes. La porte de la salle était blindée, mais le badge fonctionna. À l'intérieur, pas de poussière, pas de désordre. Tout était rangé, propre, froid. Une pièce éclairée par des néons blafards, abritant une quinzaine d'armoires métalliques, toutes étiquetées d'un code commençant par les lettres OR. Claire ouvrit la première. À l'intérieur, des dossiers papier soigneusement rangés, des rapports de profil, des photographies, des évaluations comportementales. Elle y retrouva des noms qu'elle connaissait. Des agents d'entretien, des réceptionnistes, mais aussi des informaticiens, des stagiaires, tous classés sous le même label, candidat à la mobilisation stratégique, projet Orion. Elle ouvrit un autre classeur. Cette fois, le contenu était numérique. Des impressions d'emails, des retranscriptions d'appels, des extraits de messageries internes. Et au centre de cette toile, un tableau. Objectifs comportementaux attendus,
suivi d'une liste de méthodes psychologiques de conditionnement. L'objectif? Tester la résistance, l'isolement, la capacité de réponse émotionnelle face à la pression. Tout ressemblait à une immense expérience menée à l'insu des sujets. Fatou, silencieuse, fouillait une autre armoire. Elle trouva un enregistrement audio. Elles branchèrent un vieux lecteur à cassette trouvé dans une des étagères. Une voix synthétique s'y faisait entendre. Phase 2. Début du conditionnement. Sujet CD activé. Surveillance étroite jusqu'à rupture. Intervention planifiée dans un délai de 10 jours si non-conformité persistante. Claire pâlit. CD. C'était elle. Elle venait d'entendre la confirmation d'un plan structuré autour de sa propre psyché. Non pas une réaction à son comportement, mais un protocole préétabli, une expérimentation clinique. Sa révolte, son refus, son alliance avec Fatou, tout cela avait été anticipé comme autant de paramètres à tester. Elle n'était pas une menace imprévue. Elle était une variable au cœur d'un système de contrôle comportemental. Et ce système avait un nom. Orion. Soudain, une alarme se déclencha. Un son sourd, presque imperceptible, mais clairement destiné à signaler une intrusion. Les deux femmes comprirent qu'elles avaient été repérées. Sans attendre, Claire glissa 2 dossiers dans son sac. Fatou fit de même avec un disque dur externe laissé branché à une station d'accueil. Elles refermèrent la porte derrière elles et empruntèrent un autre escalier de secours, débouchant dans un couloir technique au 5e étage. Là, elles se séparèrent, chacune rejoignant un secteur différent pour ne pas attirer l'attention. Claire retourna à son vestiaire, changea de blouse, dissimula les documents dans une boîte à outils. Elle ressortit quelques minutes plus tard, balai à la main, visage fermé, marchant avec l'aisance d'une employée fatiguée. Elle croisa plusieurs agents de sécurité dans les couloirs. Aucun ne la salua, aucun ne sembla la remarquer. Elle était redevenue invisible, un camouflage parfait. Ce soir-là, dans son studio, elle étala le contenu de son sac sur la table. Les 2 dossiers portèrent le code OR57 et OR62. Le premier concernait un employé disparu depuis 3 mois, officiellement parti en congé sabbatique, Léonard Malherbe. Le second était une compilation de notes internes sur les phases du protocole de dissociation, une méthode d'isolement psychique utilisée pour désorienter et contrôler les sujets les plus résistants. Parmi les cibles listées, un nom qu'elle ne connaissait pas apparut. Thomas Andrès, noté comme coordinateur opérationnel, liaison Orion extérieur. Le nom semblait sortir de nulle part. Mais en cherchant dans ses souvenirs, Claire se rappela d'un badge aperçu dans l'ascenseur quelques semaines auparavant. Un homme grand, pâle, à l'expression figée, jamais vu depuis. Elle comprit que ce Thomas était peut-être le lien entre l'évêque et Marchand et quelque chose de plus vaste, de plus obscur. Un opérateur silencieux chargé de veiller au bon déroulement de l'expérience. Le lendemain, elle retrouva Fatou dans une bibliothèque publique. Elles se passèrent les documents sans un mot, puis s'assirent séparément. À travers les étagères, leurs regards se croisèrent. L'expression de Fatou était différente, plus grave. Elle tenait dans les mains le disque dur extrait du sous-sol, sur lequel elle avait trouvé un fichier codé intitulé « Exfiltration possible », CDFD. Exfiltration. Le mot résonna comme un coup de tonnerre. Quelqu'un, quelque part, avait envisagé leur fuite, leur disparition. Mais qui? Et dans quel but? Claire comprit qu'elle touchait au cœur d'un système qui ne reposait pas sur l'ordre visible, mais sur le chaos orchestré, et qu'elles étaient peut-être les seules à pouvoir déchirer le voile. Au matin du lundi suivant, alors que la lumière perçait à peine l'horizon parisien, Claire sentit que quelque chose avait changé dans l'atmosphère de l'évêque N. Marchand. L'entrée principale était inhabituellement gardée. 2 vigiles nouveaux, au regard fixe et à la carrure militaire, filtrèrent les arrivées avec une rigueur absente les jours précédents. En franchissant les portiques, elle perçut les murmures derrière elle. Des employés inquiets, certains chuchotant des mots comme audit de sécurité, restructuration, disparition. Claire fit ce qu'elle savait faire de mieux, se fondre dans la routine, devenir le mouvement attendu, l'ombre nécessaire. Mais en pénétrant dans l'ascenseur, elle aperçut sur l'écran interne une annonce discrète, insérée entre 2 messages de service. Service de maintenance. Niveau S3 inaccessible jusqu'à nouvel ordre. Le niveau S3, c'était l'endroit où elles avaient pénétré quelques jours plus tôt, là où se trouvait l'archive S32,
Elle comprit aussitôt. Ils avaient découvert leur intrusion. Le verrouillage du sous-sol était la première étape d'un protocole de sécurisation. La suite ne tarderait pas. Elle devait avertir Fatou immédiatement. À l'étage logistique, elle croisa un collègue habituel, Adil, qui lui glissa discrètement qu'il avait vu Fatou sortir précipitamment du bâtiment la veille, escorté par 2 hommes inconnus. Aucun mot, aucun appel, aucun signe depuis. Claire sentit un étau se resserrer. Elle monta rapidement au vestiaire, récupéra la boîte à outils où elle avait dissimulé les dossiers, puis se dirigea vers la salle technique B14, un endroit rarement fréquenté, équipé d'un terminal indépendant du réseau principal. Là, elle tenta de contacter le numéro qu'on lui avait laissé plusieurs semaines plus tôt, celui de l'homme du café. Pour la première fois, une voix décrocha. Ce n'était pas une machine, c'était une voix humaine, calme, avec une inflexion étrange, presque distante. « Vous avez franchi une ligne que peu osent regarder. Fatou est en sécurité, pour l'instant. »« Où est-elle » demanda Claire, serrant le combiné. « En observation. Elle a accepté le protocole d'exfiltration. Pas vous. Je n'ai jamais été informé d'un tel protocole. C'est parce que vous avez refusé leur offre. Vous êtes une variable incontrôlée, une anomalie stratégique. » Claire comprit à ce moment précis que même l'alliance qu'elle croyait avoir choisie avait été anticipée, intégrée dans le plan global. Fatou n'avait pas été arrêtée. Elle avait été absorbée, captée, déplacée dans un cadre qu'elle croyait probablement avoir choisi. Mais le choix était un leurre. « Que voulez-vous de moi » demanda-t-elle enfin. « Rien. Ce que vous ferez maintenant ne nous appartient plus. Mais sachez ceci, ils ont lancé le protocole Eclipse. » Elle resta figée. Qu'est-ce que c'est? L'effacement. Dossier après dossier, présence après présence. Vous n'existerez plus ici d'ici 3 jours. La ligne coupa net. Claire, désormais seule, comprit la portée réelle de ce qu'elle affrontait. L'évêque marchand ne cherchait plus à la contrôler. Il voulait l'effacer, la retirer du système comme une donnée corrompue. Elle se précipita dans l'un des locaux techniques de l'étage supérieur où elle savait pouvoir accéder à la centrale de badge. Là, elle découvrit que son identifiant était désormais associé à un profil inactif, classé sortie anticipée, procédure en cours. Elle copia l'écran sur une nouvelle clé USB, puis vida le cache. En sortant, elle sentit une présence, un homme, dans le couloir qui l'observait sans dissimuler son intérêt. Elle le reconnut, Thomas Andress. Grand, expression neutre, posture d'agent de renseignement. Il ne parla pas. Il se contenta de la suivre du regard jusqu'à ce qu'elle tourne dans l'escalier de service. À midi, elle décida d'utiliser un accès réservé aux livreurs qu'elle savait encore non verrouillé. Elle sortit du bâtiment, marcha rapidement jusqu'à une librairie du quartier latin où elle savait pouvoir utiliser un poste internet anonyme. Là, elle transféra tous les documents collectés jusqu'ici sur un serveur distant qu'elle avait préparé à l'époque où elle traduisait des documents confidentiels à Madrid. Elle envoya également un courriel à une ancienne collègue, archiviste au Conseil de l'Europe, avec en objet « Si je disparais, lis ceci ». Son plan désormais clair, elle retourna à l'immeuble en fin d'après-midi. Elle n'avait plus qu'une journée pour faire ce qu'elle devait faire, réapparaître. Lutter contre l'effacement par la visibilité. Elle entra dans la salle de conférence du 4e étage, où elle savait qu'une réunion interne serait diffusée en streaming à plusieurs partenaires de l'étranger. Elle entra sans être vue, s'approcha discrètement de la régie et inséra sa clé USB dans l'ordinateur principal. Un fichier vidéo se lança automatiquement. Pendant exactement 3 minutes, les spectateurs connectés, investisseurs, filiales, partenaires, purent voir une séquence. Claire, identifiée par son badge, marchant dans les archives interdites, manipulant les dossiers Orion, lisant les rapports d'effacement suivis des extraits de voix enregistrées, dont celle prononçant le mot « dissociation psychique ». La salle se figea. Les responsables techniques tentèrent de couper la diffusion, mais le fichier s'auto-propagea sur les canaux internes. L'alerte fut immédiate. Mais le mal était fait. Claire s'enfuit aussitôt, passant par une sortie de secours ouverte grâce au badge volé de Thomas Andress, qu'elle avait subtilisé quelques heures plus tôt, dans un moment de distraction qu'elle avait soigneusement orchestré. Elle courut jusqu'à une station de métro, se mêla à la foule, descendit à République, puis s'enfonça dans les rues secondaires jusqu'à une auberge modeste où elle savait pouvoir se cacher temporairement.
Elle resta là, recroquevillée sur un lit étroit, respirant lentement. Elle savait que la riposte serait rapide. Mais pour la première fois, elle avait inversé la pression. Elle avait rendu visible ce qu'on voulait effacer. Elle avait brisé le rythme programmé du silence. Et dans un monde où chaque geste est surveillé, le simple fait de raconter la vérité était devenu l'acte le plus subversif de tous. L'auberge dans laquelle Claire s'était réfugiée avait l'odeur de vieux papier et de bois verni, un de ces lieux oubliés du rythme accéléré de Paris, où le temps semblait figé dans les moquettes usées et les poignées de porte rouillées. Elle y loua une chambre sans laisser son vrai nom, utilisant un pseudonyme retrouvé dans l'un de ses anciens carnets de voyage. La propriétaire, une femme âgée aux gestes lents et au regard absent, n'avait posé aucune question. Ici, les secrets semblaient faire partie de l'air ambiant. Claire resta recluse les premières 24 heures. Elle surveillait les réseaux, les forums obscurs, les sites de veille journalistique, espérant une réaction. Elle ne tarda pas à apparaître. Un article discret posté sur un blog indépendant spécialisé dans les affaires de corruption d'entreprise mentionnait une interruption de diffusion lors d'une réunion stratégique de l'évêque, un marchand, provoquant des perturbations majeures dans les relations avec certains partenaires asiatiques. Aucun nom, aucune image. Mais Claire sut que la première fissure avait été ouverte. Elle attendit davantage. Le lendemain, elle reçut un message crypté, en réponse à l'email qu'elle avait envoyé à son ancienne collègue du Conseil de l'Europe. Une phrase unique, dossier transmis au niveau 3, attente de validation. Cela signifiait que les documents avaient bien été réceptionnés et qu'ils circulaient désormais dans les sphères où le silence devenait plus pesant que le scandale. Elle savait cependant que cette avance ne durerait pas. Son visage, désormais connu des caméras internes, allait tôt ou tard faire surface dans les fichiers du ministère de l'Intérieur si les connexions de l'évêque à Marchand s'étendaient jusque-là. Elle ne pouvait plus rester statique. Il lui fallait bouger, chercher l'origine, creuser plus loin dans la genèse du projet Orion et surtout découvrir le rôle de Thomas Andrès, l'homme qui semblait tirer les fils depuis les coulisses. Elle retourna dans le quartier du siège, mais cette fois en plein jour, vêtue différemment, les cheveux teints en châtain foncé et remontés sous une casquette. Elle observa les entrées, les habitudes, les visages. Aucun signe de panique visible. Tout fonctionnait, comme si la machine avait absorbé le choc, ou comme si elle attendait, immobile, l'instant précis où elle refermerait ses mâchoires. C'est alors qu'elle aperçut une silhouette familière sortir d'un véhicule aux vitres teintées. Un homme discret portant un attaché-case noir. Thomas Andrès. Il entra non pas par l'entrée principale, mais par une porte latérale donnant sur un bâtiment adjacent, plus ancien, connecté par des galeries techniques oubliées. Claire nota l'heure, le trajet, les caméras absentes autour de cette entrée. C'était une faille, un accès. Elle attendit la nuit. À 2 heures du matin, elle revint par les ruelles, franchit les grilles de service et entra dans le bâtiment secondaire. Elle avait avec elle un plan récupéré grâce à Fatou, un schéma des anciennes galeries d'interconnexion entre les structures. Elle descendit par une trappe métallique rouillée, éclairée seulement par la lumière faible de sa lampe de poche. Le silence du sous-sol était pesant, seulement troublé par les gouttes d'eau résonnant sur les tuyaux. Après une centaine de mètres, elle trouva une porte, entr'ouverte, donnant sur une salle de serveurs. Mais ce n'était pas leur bourdonnement qui attira son attention. Au fond, une lumière clignotante et sur un écran, le visage de Fatou, en direct. « Claire, tu ne devrais pas être là. Où es-tu » ? « Dans une structure de l'agence, pas à Paris. Ils m'ont proposé un programme, un projet de transfert. Je suis surveillé, mais je peux encore parler pour un temps. Tu as été capté, Fatou. Tu ne vois pas que... Je l'ai choisi, Claire. Ils m'ont montré des choses, des dossiers, d'autres projets. Ce que nous avons vu n'est qu'un fragment. Ils te manipulent. Peut-être, mais ils m'ont dit ton vrai nom. Un silence. Ton nom, Claire, ce n'est pas Dubois. Tu es née Claire Deville. Ton père travaillait dans un programme antérieur à Orion. C'est pour ça qu'ils t'ont suivi. Parce que tu es une héritière d'un prototype échappé. Claire chancela. Ce nom, elle ne l'avait pas entendu depuis ses 11 ans, depuis la disparition de son père dans un accident classé industriel. Sa mère l'avait rebaptisé pour la protéger. Elle comprit que tout ce qu'elle croyait avoir subi par hasard était en réalité l'écho d'une histoire bien plus ancienne, une réplique d'un passé enterré. Fatou reprit
Ils t'effacent parce que tu portes une mémoire qu'ils n'ont jamais pu verrouiller. Ton père a conçu le premier algorithme de profilage comportemental pour une cellule secrète de l'administration, Orion et sa version évoluée. Et toi, tu en es le point de fuite. Claire coupa la transmission. Elle était secouée, pas en colère, pas encore, mais altérée dans ses fondations. Si c'était vrai, alors tout prenait sens. L'intérêt soudain, l'observation ancienne, le profilage, le recrutement avorté, l'effacement. Elle s'assit sur le sol humide, le dos contre une canalisation. Elle ferma les yeux, revit les photos brûlées dans son enfance, les carnets disparus de son père, les silences prolongés de sa mère, les déménagements précipités. Tout indiquait qu'il fuyait quelque chose. Elle pensait que c'était un scandale d'État. En réalité, il fuyait une structure vivante, un projet dont elle avait toujours été le centre. Quand elle ressortit à la surface, l'aube pointait. Le nom dans le brouillard n'était plus un mystère. Claire Deville. Il sonnait comme une promesse ou comme une menace. Elle ne savait pas encore si elle devait le revendiquer ou l'enterrer à nouveau. Mais elle savait désormais que pour survivre, elle ne devait plus seulement dénoncer le projet. Elle devait le démanteler de l'intérieur. Et pour cela, elle devait retrouver la mémoire de son père, où qu'elle se trouve. Car c'était là, dans cette mémoire, que résidait la clé du projet Orion et sa destruction possible. Il y avait un vent d'ouest qui balayait les rues de Paris ce jour-là, sec et froid, tranchant comme un avertissement silencieux. Claire avait quitté l'auberge au petit matin, vêtue d'un manteau emprunté à un ancien colocataire disparu de sa vie depuis longtemps. Elle ne portait plus de badge, plus de nom officiel. Elle n'était plus que mouvement, intention et mémoire. Depuis la révélation de Fatou, tout en elle vibrait à un autre rythme. Elle n'était pas simplement une cible. Elle était l'écho d'un projet oublié, fille d'un homme que tous croyaient mort depuis plus de 20 ans, mais que personne n'avait cherché à effacer. Pas vraiment. Elle s'était rendue à la Bibliothèque nationale de France, section des archives administratives déclassifiées. Dans la salle silencieuse, elle consulta les dossiers concernant les anciens projets de recherche comportementale commandités par l'État entre les années 1980 et 2000. Elle fouilla sous les intitulés anodins « Études sur les dynamiques d'adaptation »,« Optimisation cognitive en milieu stressé »,« Évaluation des réponses neuropsychiques en situation de contrainte », des euphémismes pour des programmes de manipulation mentale, des embryons d'Orion. À la page 133 d'un dossier marqué « OP rapport gamma », elle tomba sur un nom, Alexandre Deville, analyste en chef, mathématicien, linguiste. Rattaché à une cellule mixte entre la Direction générale de la sécurité intérieure et un laboratoire privé, dissous en 1997, la même année que sa disparition. L'endroit était mentionné, Fort-de-Vaux, Meuse, une base désaffectée depuis les années 70, utilisée sporadiquement pour des expérimentations hors protocole. Claire n'hésita pas. Elle loua une voiture, prit l'autoroute à l'aube, roula des heures dans un silence complet, n'écoutant rien d'autre que les battements de son propre cœur. L'idée d'un père vivant, tapi dans les marges d'un système qu'il avait peut-être lui-même aidé à créer, la hantait autant qu'elle l'attirait. Et si tout ce qu'elle vivait n'était que la conséquence d'un acte inachevé, d'un secret qu'il aurait refusé de trahir, le fort, lorsqu'elle l'atteignit, n'était qu'une carcasse. Un amas de béton percé de tunnels, d'escaliers, de couloirs plongés dans l'obscurité. Elle descendit avec une lampe torche, suivant les indications sommaires du plan trouvé en ligne. Dans une salle dont la porte portait encore la marque d'un ancien cadenas, elle découvrit une pièce contenant un bureau, un générateur et des étagères pleines de documents. Mais ce n'était pas cela qui attira son regard. C'était l'homme assis dans l'ombre, un carnet sur les genoux, les cheveux gris, les traits tirés, mais vivants. « Claire », dit-il sans surprise. Elle resta figée. Il savait. Il avait su qu'elle viendrait, ou il l'avait espéré. Le silence dura une éternité. « Je t'ai cherché pendant des années, murmura-t-elle. Et moi, j'ai passé les miennes à t'éloigner de tout ça. Je n'ai pas fui. J'ai effacé mes traces, pour te laisser une chance. Et pourtant, je suis ici. » Il hocha la tête, fatigué. « Parce qu'ils ont recommencé, et qu'ils n'ont jamais cessé de te surveiller. Tu étais leur plan B, en cas de défaillance, en cas de perte de contrôle du système. » Elle s'assit. Il lui tendit le carnet. «
À l'intérieur, des équations, des diagrammes, des annotations dans 3 langues. C'était le cœur d'Orion, la base. Le premier code, celui qu'il avait conçu, non pas pour manipuler, mais pour prédire. Son projet avait été détourné, militarisé, déformé par des intérêts privés. Et lorsqu'il avait voulu alerter, il avait été neutralisé. Pas par la mort, par l'oubli organisé. L'État avait fermé les yeux. Les sociétés partenaires, elles, avaient continué dans l'ombre, jusqu'à l'évêque marchand. Le nom Orion, pourquoi? C'est la constellation que ta mère préférait. Elle disait qu'on pouvait toujours la voir, même dans la nuit la plus noire. C'était un clin d'œil. Je n'imaginais pas qu'il s'en servirait pour transformer des individus en outils de contrôle. Claire referma le carnet. On peut les arrêter? Il haussa les épaules. Pas seul, mais on peut les exposer. Et si tu es là, c'est que tu as déjà commencé. Elle lui raconta tout. L'entreprise, les caméras, les documents, Fatou, Thomas Andrès. À l'évocation de ce dernier nom, Alexandre se redressa. Thomas était mon assistant. Il m'a trahi. Il a vendu les premiers schémas à un consortium. Il a donné ton nom. Il savait que tu étais la seule capable de décrypter le noyau du système sans y être formé. C'est ce qu'ils ont toujours voulu. Une anomalie maîtrisable. Sauf que tu ne l'as pas été. Claire comprit alors pourquoi tout semblait si étrangement dirigé autour d'elle. Elle n'était pas seulement un pion ou une cible, elle était la variable imprévisible, celle qui, parce qu'elle n'était pas conditionnée, échappait au programme. Le système avait anticipé la loyauté, la peur, la révolte même. Mais pas la conscience autonome. Elle passa la nuit au fort. Son père lui montra les derniers éléments, des enregistrements, des données corrompues, des séquences de tests. Il lui confia une copie cryptée de tout ce qu'il avait conservé. Le lendemain matin, il ne l'accompagna pas. Je suis trop visible, et ils savent où je suis. Mais toi, tu peux encore frapper. De l'intérieur. Il faut que tu retournes là-bas, que tu les regardes en face. Claire acquiesça. Elle repartit en voiture, les poches pleines de vérité, le cœur chargé d'un fardeau nouveau. Elle n'était plus seulement en fuite. Elle était la mémoire d'un homme trahi, le fruit d'un projet volé et la clé d'un système conçu pour prédire les choix humains, mais dont elle était la preuve vivante qu'on pouvait toujours, malgré tout, choisir autrement. Le dernier acte approchait. Et cette fois, ce serait elle qui tiendrait le miroir devant ceux qui croyaient pouvoir rester dans l'ombre. Claire était rentrée à Paris avec la précision d'une aiguille chirurgicale. Elle avait changé d'apparence une dernière fois, teint de cheveux foncés, lunettes au verre transparent, manteau large aux coutures défaites. Elle s'était effacée une seconde fois, mais cette fois-ci par choix, non plus par contrainte. Les fichiers de son père, désormais en sa possession, constituaient le noyau le plus sensible du projet Orion. L'algorithme initial, les modélisations comportementales originales, les profils types et surtout les preuves de l'appropriation illégale par des entités privées d'un outil conçu pour prévenir les crises psychologiques massives. Elle savait que les hommes derrière Orion ne craignaient pas la vérité. Ils craignaient la reconnaissance, être nommés, être exposés. Le système pouvait survivre aux rumeurs, aux dénonciations vagues, mais pas à la clarté. Alors elle avait pris une décision. Une seule, définitive, rendre tout public, d'un seul coup, sans médiation, sans interprétation, sans contrôle. Elle s'installa dans un centre de coworking du 11e arrondissement, utilisa un poste de travail isolé, loué pour 48 heures à un nom fictif, et commença à assembler un portail numérique sécurisé. Ce site serait hébergé dans plusieurs pays simultanément, distribué via des forums d'activistes, des réseaux journalistiques cryptés, et surtout grâce à un réseau anonyme de relais alimenté par des sympathisants dormants. Elle n'avait qu'à le déclencher une fois. Après, elle ne contrôlerait plus rien, et c'était exactement ce qu'elle voulait. Pendant qu'elle mettait en place les derniers modules de sécurité, elle reçut un message. Une voix audio anonyme mais féminine. « Tu es en train de changer les règles. Ils ne s'y attendaient pas. Ils vont te proposer un accord. Refuse-le. Ils vont menacer ton père. Ne cède pas. Nous veillons. » Elle ne répondit pas. À cet instant, elle savait que même dans la solitude la plus totale, elle n'était plus seule. Sa trajectoire avait éveillé d'autres dormeurs, d'autres variables, d'autres Claires dans d'autres pays, dans d'autres structures. Elle n'était plus l'exception. Elle était le signal.
Le jour choisi fut un mercredi. Elle programma la publication simultanée à 9 heures précises. À 8h50, alors qu'elle révisait une dernière fois les balises de sécurité, un appel vidéo entra sur son écran. Identité masquée. Elle hésita puis accepta. L'image s'afficha. Thomas Andrès. Calme, froid. Derrière lui, un mur blanc, un bureau vide. Aucune émotion dans la voix. Claire Deville, nous avons suivi ton parcours avec attention. Tu es devenu plus qu'un facteur d'anomalie. Tu es devenu un test pour notre système. Tu l'as prouvé. Même une variable imprévisible suit des schémas quand la pression est maximale. Elle ne répondit pas. Tu as une dernière chance. Tu es un tout. Tu entres dans notre programme. Tu as une utilité à long terme. Refuse. Et tu t'effaces. Cette fois, pour de bon. Elle appuya sur un bouton. La publication s'enclencha. Sur l'écran, des centaines de fichiers s'affichèrent. Archives classées, rapports de test, enregistrements audio, vidéos de surveillance, correspondances internes. Tout. Chaque mot, chaque image, chaque nom. Un souffle numérique libéré en une seule expiration. Thomas ne bougea pas. Puis il coupa la communication. Claire savait qu'il n'aurait aucune réaction visible. Ces hommes ne s'effondraient pas sous la colère ou la surprise. Ils misaient sur le contrôle, sur le calcul. Mais ce jour-là, ils avaient perdu ce qu'ils contrôlaient le plus, la narration. Dans les heures qui suivirent, les réseaux alternatifs s'enflammèrent. Les journalistes indépendants s'emparèrent des documents. Les internautes commencèrent à relier les noms, les dates, les structures. Certains individus mentionnés furent suspendus, d'autres démissionnèrent. Des enquêteurs lancèrent des investigations préliminaires. Le gouvernement, d'abord silencieux, réagit 2 jours plus tard avec un communiqué laconique sur des programmes d'expérimentation non autorisés à l'étude. Claire n'était nulle part. Officiellement, elle n'avait jamais existé sous ce nom. Son visage, flouté dans toutes les vidéos qu'elle avait diffusées, ne permettait aucune identification formelle. Seuls quelques visages dans les sphères souterraines savaient qui elle était, et ceux-là avaient appris à se taire. Fatou, elle, n'avait plus donné signe de vie. Peut-être réintégrée, peut-être perdue, peut-être volontairement effacée pour une vie parallèle. Claire n'essaya pas de la retrouver. Elles avaient joué leur rôle. À présent, tout reposait sur les répliques, sur les autres, sur la chaîne d'éveil qu'elles avaient enclenchée. Elle retrouva son père une semaine plus tard, dans une maison isolée des Vosges, cachée derrière une forêt de sapins. Il la regarda sans rien dire, puis lui tendit un vieux journal. « Page 12 », murmura-t-il. Elle lut. Un article discret, sans titre accrocheur, signé par un collectif anonyme. Il parlait de vérité, de machines sociales, de manipulation, de résistance. Une seule phrase était soulignée en gras. Les vérités les plus profondes ne s'écrivent pas dans les lois, mais dans les actes impossibles. Claire leva les yeux. Son père souriait, pour la première fois, un vrai sourire. Un sourire de silence, de soulagement. Ils s'assirent ensemble, sans parler, face à la forêt. Le vent soufflait dans les branches comme une respiration longue et régulière. Le système Orion n'était pas mort, mais il avait été vu. Et désormais, plus jamais il ne pourrait prétendre être invisible. Claire, elle, allait disparaître à nouveau, mais cette fois, par choix. Non pas pour fuir, mais pour observer, préparer et veiller. Car une vérité libérée n'est jamais une fin. C'est toujours un commencement.